Elle avait gardé le silence pendant 38 ans. Mais ce jour-là, Madame Élise ouvre enfin la bouche, et la belle-fille du richissime monsieur de Montaigne ne sera plus jamais la même. Si jamais vous avez gardé le silence quand vous auriez dû parler, si jamais vous avez avalé des humiliations parce que vous aviez besoin de ce travail, si jamais vous avez vu quelqu'un être traité comme un moins que rien sans pouvoir rien faire, cette histoire est pour vous. C'était un vendredi matin, quand tout a basculé. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, je dois vous ramener 8 mois en arrière, au moment exact où Bérénice de Montaigne a franchi les portes du manoir des Montaigne, en tant que nouvelle belle-fille. Le manoir comptait 47 employés, des jardiniers, des cuisinières, des chauffeurs, des femmes de chambre, et Madame Élise, la plus ancienne employée de maison, 67 ans, forte, la peau ébène, les cheveux blancs coupés très courts, et des mains qui connaissaient chaque recoin de cette demeure, mieux que les propres propriétaires. Madame Élise avait commencé à travailler là à 29 ans, quand Monsieur Antoine de Montaigne, aujourd'hui un homme de 72 ans, et à la tête d'une chaîne d'hypermarchés valant 800 millions d'euros, n'était qu'un simple commerçant avec un seul magasin dans le centre de Lyon. Elle a tout vu. Elle a vu l'entreprise grandir. Elle a vu les enfants naître. Elle a vu Madame Marianne, l'épouse du patron, lutter contre le cancer pendant 4 ans. Et elle était là, tenant sa main, quand elle est finalement partie il y a 5 ans. Monsieur Antoine n'a jamais oublié ça. Madame Élise n'était pas seulement une employée pour lui, elle faisait partie de la famille. La seule personne en qui il avait une confiance aveugle. Et tout allait bien, jusqu'à ce qu'Henri, le fils cadet de 38 ans, apparaisse avec une nouvelle fiancée. Bérénice avait 34 ans. Des cheveux châtains parfaitement coiffés, des vêtements de marque, un sourire digne d'une publicité pour un dentifrice, et des yeux qui, si on regardait bien, ne souriaient pas avec la bouche. Elle prétendait venir d'une famille riche du sud de la France, raffinée, éduquée dans les meilleures écoles, parfaite pour un héritier de 800 millions. Ce que personne ne savait, c'est que Bérénice venait d'une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Son père était expert comptable, sa mère, institutrice. Il n'y avait pas de manoir dans son passé, seulement des dettes et un rêve, celui d'ascender dans la vie à n'importe quel prix. Les fiançailles ont duré 4 mois. Le mariage fut l'événement mondain de l'année. Et Bérénice a finalement franchi les portes du manoir en tant que nouvelle Madame de Montaigne. Les premiers jours, elle fut un ange. Des sourires pour tout le monde, des compliments pour la cuisine, des remerciements aux employés, des embrassades pour le beau-père. Monsieur Antoine était enchanté. Enfin, son fils avait trouvé quelqu'un de digne de la famille. Mais Madame Élise remarqua quelque chose. Chaque fois que Monsieur Antoine ou Henri quittèrent la pièce, quelque chose changeait dans les yeux de Bérénice. Le sourire disparaissait. La voix devenait différente, et les mots qui sortirent de sa bouche n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle utilisait devant la famille. C'est lors de la 2e semaine que Madame Élise a vu le premier signe. Elle nettoyait le couloir du premier étage. Quand elle a entendu une voix venant de la chambre de Bérénice, la porte était entr'ouverte. « Écoute bien parce que je ne vais le dire qu'une fois », disait Bérénice au téléphone. « Je me fous de ce qu'ils pensent. J'ai épousé cette famille pour l'argent. Point final. Le vieux a 72 ans et un cœur fragile. Quand il mourra, la moitié de tout ira à Henri. Et la moitié d'Henri, c'est à moi. » Une pause. Non. L'idiot ne se doute de rien. Il est fou de moi. Je fais ce que je veux de lui. Et le beau-père m'adore. Il pense que je suis la meilleure chose qui soit arrivée à son petit garçon. Madame Élise resta paralysée dans le couloir. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que Bérénice puisse l'entendre. Le seul grain de sable dans mes rouages, continua Bérénice, ce sont ces vieux employés, surtout cette grosse bonne femme noire qui traîne dans toute la maison comme si elle était la propriétaire. 38 ans à travailler ici. Mon Dieu, je vais devoir nettoyer cette maison de tous ces gens obsolètes, mais doucement. Je ne peux pas éveiller les soupçons. Madame Élise recula d'un pas. Le plancher grinqua. « Allô » dit Bérénice de l'intérieur.
« Il y a quelqu'un » Madame Élise ne répondit pas. Elle s'éloigna simplement, le plus silencieusement possible, avec le cœur battant la chamade et les mains tremblantes. Cette nuit-là, allongée dans sa petite chambre au fond du manoir, Madame Élise ne trouva pas le sommeil. Une partie d'elle voulait courir chez Monsieur Antoine et tout lui raconter. Mais raconter quoi? Une conversation entendue à travers une porte? Sa parole contre celle de la belle-fille parfaite? Qui allait croire une vieille employée? Mais une autre partie d'elle savait qu'elle ne pouvait pas se taire éternellement. Elle avait beaucoup appris en 38 ans de travail. Elle avait vu suffisamment de drames dans cette maison pour savoir une chose. La vérité finit toujours par éclater. Il faut juste de la patience et des preuves. C'est alors qu'elle remarqua le vieux téléphone portable sur sa table de chevet. Un appareil simple que son neveu lui avait offert il y a 2 ans. Elle savait à peine l'utiliser pour les appels et les messages. Mais son neveu lui avait appris une autre chose. Comment enregistrer des vidéos. Madame Élise attrapa le téléphone, ouvrit l'application appareil photo et pointa l'objectif vers son propre visage. « Test », murmura-t-elle. « Si ça marche, je vais avoir besoin de plus de mémoire. » Ça a marché. Ce fut la nuit où Madame Élise décida qu'elle ne serait pas une victime. Elle serait un témoin, et quand le moment serait venu, elle serait un juge. Mais cette décision lui coûterait beaucoup plus cher qu'elle ne l'imaginait. Parce que Bérénice n'était pas seulement cruelle, elle était intelligente. Et ces humiliations ne faisaient que commencer. Si cette histoire vous met déjà le sang à l'ébullition, imaginez la suite. Parce que ce que Bérénice a fait dans les mois qui ont suivi était tellement répugnant que certains d'entre vous auront envie de traverser l'écran et de faire quelque chose. La première humiliation publique eut lieu 3 semaines après le mariage. C'était un mardi. Monsieur Antoine était parti tôt pour une réunion à Lyon. Henri était à l'entreprise. Le manoir était vide de Montaigne, seulement les employés et Bérénice. Madame Élise nettoyait le salon quand elle entendit un cri venant de la cuisine. « Qui est l'imbécile qui a laissé cette tasse sale dans l'évier ?» C'était la voix de Bérénice, mais pas la voix douce qu'elle utilisait devant son beau-père. C'était une voix que Madame Élise n'avait jamais entendue. Froide, tranchante, pleine de mépris. Madame Élise alla à la cuisine. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Ginette, la cuisinière de 58 ans qui travaillait là depuis 15 ans, se tenait debout devant Bérénice, et Bérénice tenait une tasse de café, une simple tasse. « Madame Bérénice, » dit Ginette d'une voix tremblante, « j'allais la laver tout de suite. J'étais juste allée aux toilettes et quand je suis revenue, Bérénice jeta la tasse par terre. La porcelaine explosa en 1000 morceaux. Quand j'entre dans cette cuisine, je veux voir tout impeccable, impeccable. Tu as compris? Ou ton cerveau est tellement limité que je dois te faire un dessin? » Ginette baissa la tête. Des larmes coulèrent sur son visage. « Et nettoie cette saleté maintenant. À genoux. Je veux voir tes genoux par terre pendant que tu nettoies. » Madame Élise avança d'un pas. « Madame Bérénice. » « Je peux. » Bérénice se tourne vers elle. Ses yeux, qui souriaient à son beau-père, étaient maintenant froids, comme la glace. « Toi, la vieille, personne ne t'a appelé. Retourne à ton travail. Et arrête de mettre ton nez où il ne faut pas. » Madame Élise sent son cœur brûler. 38 ans à travailler dans cette maison. 38 ans à être traitée avec respect. Et maintenant, ça. Mais elle ne dit rien. Elle regarde simplement Ginette, agenouillée sur le sol, ramasser les morceaux de porcelaine, avec des mains tremblantes, et dans la poche de son tablier. Son vieux téléphone portable enregistrait tout. Ce n'était que la première. Dans les semaines suivantes, Bérénice perfectionne sa cruauté, toujours quand la famille n'est pas là, toujours avec les employés les plus vulnérables. Elle traite Achille, le jardinier de 62 ans, de vieille incapable. Quand une plante sèche, elle hurle sur Sylvie, la nounou de 45 ans, parce qu'il y a une tache sur le rideau de la chambre d'amis. Elle accuse Étienne, le chauffeur de 55 ans, de voler de l'essence dans la voiture. Il doit montrer tous les reçus pour prouver son innocence. Mais avec Madame Élise, c'est différent, c'est personnel.
Toi, vieille peau, dit Bérénice à chaque fois qu'elle la voit, tu n'as rien de mieux à faire que de rester plantée là. Madame Élise déglutit difficilement, et elle enregistre. L'odeur dans cette maison, dit Bérénice un jour, en traversant le couloir où Madame Élise fait le ménage. Je ne sais pas si c'est la moisissure ou si c'est toi. Probablement toi. Les vieilles ont une odeur caractéristique, n'est-ce pas? Madame Élise serre les dents. Ses doigts cherchent le téléphone portable dans sa poche. Il enregistre. Et Bérénice continue. Parce que personne ne l'arrête. Parce que tout le monde a peur. Parce que Monsieur Antoine n'a aucune idée de ce qui se passe. Chaque jour est une nouvelle forme de cruauté. Chaque jour est une nouvelle humiliation. Et Madame Élise documente tout. Il y a eu le jour où Bérénice jette le déjeuner de Ginette à la poubelle, parce qu'il y avait trop de sel dans le plat. Ginette avait passé 3 heures à préparer ce plat, et elle le voit finir à la poubelle, pendant que Bérénice sourit. Il y a eu le jour où Bérénice accuse Sylvie de voler un parfum, qu'elle avait elle-même caché dans la chambre de Sylvie. La pauvre femme pleure pendant des heures, jurant qu'elle n'a rien volé. Et Bérénice ne fait que rire. Il y a eu le jour où Bérénice traite Étienne de vieil incapable et dit qu'un singe saurait mieux conduire que lui. Étienne a 55 ans et travaille comme chauffeur depuis 28 ans, sans un seul accident. Mais les mots de Bérénice le laissent à tremblant pour le reste de la journée. Et il y a eu le jour où Bérénice trouve Madame Élise, se reposant sur une chaise dans la cuisine, pendant sa pause déjeuner. Seulement 10 minutes. 10 minutes sur 8 heures de travail. Bérénice entre dans la cuisine comme un ouragan. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» hurle-t-elle. « Tu crois que je te paie pour t'asseoir? Lève-toi immédiatement et nettoie le sol du salon avec tes mains. Je veux voir tes genoux noirs sur mon parquet blanc. » Madame Élise se lève lentement. Ses genoux de 67 ans protestent. Son dos la fait souffrir, mais elle ne dit rien. Elle va simplement dans le salon, s'agenouille sur le sol en marbre froid et commence à nettoyer avec ses mains. Et dans sa poche, le téléphone portable enregistre tout. Devant lui, Bérénice est un ange. Elle apporte du thé à son beau-père, s'enquiert de sa santé, loue sa sagesse. Et Monsieur Antoine, seul depuis la mort de sa femme, boit chaque goutte de cette fausse attention, comme s'il s'agissait d'eau dans le désert. « Henri a tellement de chance de t'avoir trouvé, » dit le vieil homme, les yeux brillants. « Tu es exactement ce dont cette famille avait besoin. » Bérénice sourit. « Merci, beau-père. Cette famille est tout pour moi. » Et Madame Élise, observant depuis un coin, sent son estomac se nouer. Pour ceux qui regardent ceci et sentent quelque chose bouillonner à l'intérieur, je veux que vous sachiez que ce sentiment a un nom. Ça s'appelle l'indignation. Et c'est exactement ce que Madame Élise ressentait, tous les jours. Mais elle avait un plan. Chaque nuit, après le travail, Madame Élise transfère les vidéos de la journée sur une clé USB qu'elle garde cachée au fond de son armoire. Elle a déjà 847 heures d'enregistrement. 847 heures d'humiliation, d'insultes racistes, d'abus de pouvoir. Mais elle sait que ce n'est pas suffisant. Les vidéos peuvent être contestées. La parole d'une employée, contre la belle-fille du patron. Elle a besoin de quelque chose de plus. Quelque chose que même le plus beau sourire de Bérénice ne pourrait expliquer. C'est alors que Madame Élise découvre le deuxième secret. C'était un jeudi soir. Bérénice était sortie avec des amis et Henri était en voyage. Le manoir est tranquille. Madame Élise nettoie le bureau de Monsieur Antoine, comme elle le fait tous les jeudis. Quand elle remarque une enveloppe sur le bureau, elle vient de l'expert comptable de l'entreprise et elle est ouverte, normalement. Madame Élise ne regarderait jamais le courrier de son patron, mais quelque chose la pousse à regarder. Peut-être 38 ans d'instinct, peut-être la sensation que quelque chose ne va pas. Ce qu'elle voit à l'intérieur de l'enveloppe la fait s'asseoir sur la chaise du patron. C'est un relevé de dépenses de la carte de crédit de l'entreprise. La carte qu'Henri avait autorisée pour Bérénice, il y a 3 mois, pour les dépenses domestiques du manoir. Les chiffres n'ont aucun sens. Boutique de vêtements, 47 000 €, bijouterie,
32 000 euros. Spa de luxe, 18 000 euros. Sac importé, 89 000 euros. Total du mois, 286 000 euros. Sur une carte pour les dépenses domestiques, Madame Élise prend une photo du document avec son téléphone portable et une autre, et une autre. Bérénice n'est pas seulement cruelle, elle est voleuse. Et maintenant, Madame Élise a la preuve. Mais ce n'est pas encore le moment. Pas encore, parce que Madame Élise a appris quelque chose en 38 ans de travail. La patience est l'arme des faibles, et elle sait l'utiliser comme personne. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Bérénice est aussi en train de préparer quelque chose. Et l'objectif principal, c'est justement elle. Bérénice n'est pas stupide. Elle sait que les anciens employés sont un problème. Ils connaissent la maison. Ils connaissent le patron. Ils connaissent des secrets qui pourraient lui nuire. Et la pire de tous, c'est Madame Élise, cette vieille, qui se promène dans la maison, comme si elle en était la propriétaire, qui entre et sort du bureau de Monsieur Antoine, comme si elle avait une permission spéciale, qui regarde Bérénice, avec ses yeux qui semblent ne voir plus que ce qu'ils devraient. Bérénice la déteste, une haine viscérale, qui grandit chaque jour, mais elle doit être intelligente. Elle ne peut pas simplement la renvoyer. Son beau-père ne le permettra jamais. Elle a besoin de quelque chose de plus. Elle a besoin de faire en sorte que Monsieur Antoine lui-même veuille la renvoyer. Et elle a un plan. C'est au 6e mois de mariage que Bérénice commence à l'exécuter. Elle commence par de petites choses. Un bijou qui disparaît. Un objet de valeur qui n'est pas à sa place, non. Et toujours, elle insinue qu'elle a vu Madame Élise à proximité. « Je n'accuse personne », dit Bérénice à son beau-père, avec une voix inquiète. « Mais hier, j'ai vu Madame Élise sortir de ma chambre. Et aujourd'hui, mon bracelet de diamant a disparu. » Monsieur Antoine fronça les sourcils. « Madame Élise travaille ici depuis 38 ans. Jamais rien n'a disparu. Je sais, beau-père, je sais. Le bracelet est probablement tombé quelque part. Oubliez ce que j'ai dit. Mais la graine était plantée. » Et Bérénice continua de l'arroser. Une autre semaine, un autre objet disparu. Une autre insinuation subtile. Monsieur Antoine commença à regarder Madame Élise différemment. Pas avec méfiance encore, mais avec une ombre de doute qui n'existait pas auparavant. Madame Élise le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Après 38 ans, elle connaissait chaque expression du visage du patron. Et elle vit le doute grandir dans ses yeux. Mais elle ne dit rien. Elle continua simplement à travailler. Elle continua à observer. Elle continua à attendre, parce qu'elle savait que Bérénice finirait par commettre une erreur. Les arrogants font toujours des erreurs. Ce n'était qu'une question de temps. Ce que Madame Élise n'attendait pas, c'est que cette erreur arriverait plus tôt que prévu. C'était le 7e mois de mariage de Bérénice, un mercredi après-midi. Monsieur Antoine était allé chez le médecin pour des examens de routine. Le manoir des Montaigne était presque vide. Madame Élise nettoyait la salle de bain du 2e étage, quand elle entendit des voix dans la chambre de Bérénice. La porte était fermée, mais pas complètement. Et les voix étaient altérées. « Je me fiche de ce que tu penses », disait Bérénice. « J'ai besoin de plus d'argent. » L'autre voix était celle d'un homme, pas d'Henri, une voix inconnue. « Tu as déjà dépensé près de 300 000 euros ce mois-ci avec la carte. » Henri va commencer à poser des questions. Henri est un idiot. Il n'a aucune idée de rien. Il pense que tout est une dépense de la maison. Et quand il découvrira, il ne découvrira pas. Et s'il découvre, je serai déjà prête. Dans quelques mois, j'aurai assez d'économies pour partir d'ici quand je voudrais, avec ou sans lui. Madame Élise sortit son téléphone portable de sa poche, ouvrit l'appareil photo, punta vers la porte entrebâillée. Mais alors quelque chose bougea à l'intérieur de la pièce, des pas s'approchant de la porte. Madame Élise rangea son téléphone et se déplaça silencieusement vers la salle de bain. Quelques secondes plus tard, elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Il y a quelqu'un ici. C'était la voix de Bérénice, froide, soupçonneuse. Madame Élise ne répondit pas. Elle attendit.
Elle entendit les pas s'éloigner. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa échapper l'air qu'elle retenait. Elle n'avait pas réussi à enregistrer la conversation complète, mais elle en avait entendu assez. Bérénice ne se contentait pas de voler la famille. Elle prévoyait de les quitter quand elle en aurait assez. Et il y avait un homme impliqué, un homme qui n'était pas Henri. Madame Élise garda cette information dans sa tête, avec les vidéos, avec les photos du relevé de cartes. Le puzzle devenait de plus en plus complet, mais il manquait encore la pièce principale, le moment opportun pour tout révéler, cette nuit-là. Madame Élise s'assit sur son petit lit et regarda toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. 847 heures de vidéos, 23 photos de documents, un enregistrement audio avec la voix de Bérénice confessant ses plans. C'était suffisant pour détruire Bérénice, suffisant pour ouvrir les yeux de Monsieur Antoine, suffisant pour tout changer. Mais Madame Élise savait qu'elle devait attendre le bon moment. Un moment où la famille serait présente, un moment où Bérénice ne pourrait pas s'échapper, un moment où la vérité ne pourrait pas être ignorée. Et quelque chose lui disait que ce moment était proche, très proche, parce que Bérénice devenait plus confiante, plus arrogante, plus négligente. Et les personnes arrogantes commettent toujours l'erreur qui les détruit. Ce n'était qu'une question de temps. Et Madame Élise avait attendu 38 ans. Elle pouvait attendre un peu plus. Et ce moment approchait. Si vous étiez à la place de Madame Élise, qu'auriez-vous fait? Soyez honnête avec vous-même. Parce que la plupart des gens disent qu'ils parleraient, qu'ils dénonceraient, qu'ils affronteraient. Mais la vérité est que, quand vous avez 67 ans, quand vous avez besoin de l'emploi, quand tout le monde vous voit comme une simple employée, le courage coûte beaucoup plus cher. Pensez-y. Une semaine avant l'anniversaire de Monsieur Antoine, quelque chose changea. Bérénice avait obtenu ce qu'elle voulait. Après des mois d'insinuation et de manipulation, elle avait convaincu son beau-père de lui donner une procuration spéciale. Une procuration qui, selon elle, servait uniquement à aider à organiser la maison. « Beau-père », avait dit Bérénice avec sa voix la plus douce, « vous travaillez tellement. Vous vous occupez de l'entreprise, des affaires, des petits-enfants. Laissez-moi m'occuper de la maison. J'ai juste besoin de votre autorisation pour faire quelques changements. Embaucher de nouvelles personnes, moderniser l'équipement. Vous méritez de vous reposer. » Monsieur Antoine avait souri. C'était un homme de 72 ans avec le cœur fatigué et la nostalgie d'avoir quelqu'un qui prenne soin de lui à nouveau. Depuis la mort de Mariana, personne ne s'était autant soucié de lui. « Bien sûr, ma fille, » avait-il répondu, en signant le document sans bien lire. « Je te fais confiance. » Madame Élise était dans le couloir lorsque le document fut signé. Elle vit le sourire de Bérénice. Ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ce sourire de victoire. Et elle sut que les problèmes ne faisaient que commencer. 3 jours plus tard, Bérénice convoqua une réunion avec tous les employés. C'était quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Monsieur Antoine était en réunion d'affaires à Paris. Henri voyageait en Europe pour le travail. Le manoir des Montaigne était libre pour que Bérénice fasse ce qu'elle voulait. Tout le monde dans la cuisine dans 10 minutes, ordonna-t-elle par l'interphone de la maison. Sans exception. Les employés se regardèrent les uns les autres. Personne ne comprenait ce qui se passait. Madame Élise sécha ses mains sur son tablier, vérifia que son téléphone portable était chargé et alla à la cuisine. Quand elle arriva, il y avait déjà 11 personnes là-bas. Ginette, la cuisinière, Joao, le jardinier, Carlos le chauffeur, Marie, la nounou, et 7 autres employés qui travaillaient au manoir depuis des années. Tous avec des expressions de peur, parce que tout le monde savait comment Bérénice les traitait quand la famille n'était pas là. Bérénice entra dans la cuisine comme une reine entrant dans son trône. Robe chère, chaussures à talons, cheveux parfaitement coiffés, et cette expression de supériorité qui retournait l'estomac de Madame Élise. « Très bien, » commença Bérénice, les mains sur les hanches. « Je vais être directe parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme vous. » Pause dramatique. Comme vous le savez déjà, Monsieur Antoine m'a donné l'autorité pour administrer cette maison. Et regardez autour de vous. Regardez bien. Cette maison est remplie de gens vieux, obsolètes, qui ne servent à rien. Des gens qui auraient dû être renvoyés il y a des années.
Ginette baissa la tête. Des larmes coulaient déjà sur son visage. « C'est pourquoi, continua Bérénice, je suis ici pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, commence un processus de restructuration. Dans 30 jours, 80% d'entre vous seront renvoyés. Je vais faire venir de nouvelles personnes, des gens jeunes, des gens qui savent travailler. » Un murmure de désespoir a parcouru la cuisine. 30 jours, après des années de service, pour certains plus de 20 ans ici. Mais Bérénice n'avait pas terminé. Ses yeux se sont posés sur Madame Élise, et un sourire a glacé ses lèvres. « Et vous, dit-elle, pointant un doigt accusateur, vous êtes la première sur la liste. 38 ans ici. 38 ans de votre odeur imprégnant cette maison. 38 ans de votre visage rond et noir qui erre dans les couloirs comme si vous étiez la propriétaire. C'est terminé. Vous avez 30 jours pour vider votre petite chambre au fond du couloir et disparaître de ma vue. » Le silence dans la cuisine était absolu. Madame Élise a regardé Bérénice, ses yeux froids, ce sourire cruel. Cette femme qui était arrivée il y a 8 mois et qui était en train de tout détruire. Et quelque chose s'est remué en elle. Profondément. 38 ans de silence, 38 ans de loyauté, 38 ans de travail acharné. Et cette femme pensait pouvoir tout balayer d'un revers de main, avec un simple discours. Mais Madame Élise n'était pas une femme impulsive. Elle avait attendu des mois ce moment. Elle avait rassemblé des preuves. Elle avait planifié chaque étape. Et maintenant, enfin, il était temps d'agir. Car ce que Bérénice ignorait, c'est que le téléphone portable dans la poche du tablier de Madame Élise avait enregistré chaque mot de ce discours, et que dans moins de 72 heures, tout ce qu'elle avait construit allait s'effondrer comme un château de cartes. Mais avant de vous raconter la suite, je dois vous faire comprendre quelque chose. Madame Élise aurait pu exploser sur place, elle aurait pu crier, elle aurait pu pleurer, elle aurait pu démissionner. La dignité brisée en 1000 morceaux. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Parce que Madame Élise était une femme qui avait appris la leçon la plus importante de la vie. La patience n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et la meilleure vengeance n'est pas celle qui naît de la rage, c'est celle qui s'appuie sur la vérité. Et la vérité allait éclater. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le moment qui a fait de cette histoire quelque chose qui mérite d'être partagé. Si vous regardez cette vidéo et que vous sentez votre cœur s'emballer, que vos mains sont moites, que vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, alors vous comprenez pourquoi certaines personnes décident de faire un super thanks à cette chaîne. Le petit cœur doré là en bas, ce n'est pas une obligation. Mais si cette histoire vous fait ressentir quelque chose, ce clic est une façon de dire que vous appréciez. Maintenant, retour dans la cuisine du manoir des Montaigne. Bérénice avait terminé son discours. Les employés étaient dévastés. Certains pleuraient, d'autres baissèrent les yeux. Le silence était si pesant qu'on aurait pu le couper au couteau. Et Madame Élise n'avait toujours rien dit. Bérénice croisa les bras, satisfaite de l'impact de ses paroles. « Quelqu'un a quelque chose à dire ?» demanda-t-elle d'un ton moqueur. « Un vieux schnock veut protester ?» Personne ne bougea. Bérénice sourit. « Bien. Alors retournez à vos tâches. Profitez de ces 30 derniers jours, parce qu'après ça, avec votre permission. » Tous les regards se tournèrent vers Madame Élise. Elle avait fait un pas en avant. Son visage était calme. Ses mains étaient fermes. Sa voix était claire comme du cristal. Bérénice haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux, la vieille ?» Madame Élise plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit son vieux téléphone portable. Le téléphone que son neveu lui avait offert il y a 2 ans. Le téléphone qu'elle savait à peine utiliser. Le téléphone qui avait été son arme secrète pendant 8 mois. « Madame sait ce que c'est que ça ?» demanda Madame Élise en brandissant l'appareil. Bérénice rit. « Un vieux téléphone, comme toi. » Mais le rire s'éteignit lorsqu'elle vit l'expression de Madame Élise. Ses yeux, qui étaient restés baissés pendant 8 mois, la fixèrent maintenant droit dans les yeux, sans peur, sans soumission, avec la certeza de celle qui détient la vérité entre ses mains. « C'est 847 heures d'enregistrement, » dit Madame Élise. « Chaque humiliation, chaque insulte, chaque fois que Madame a traité quelqu'un de vieux bon à rien, chaque fois qu'elle a jeté de la nourriture par terre et a exigé qu'on nettoie à genoux,
Chaque fois qu'elle nous a traités de sales noirs puants. Tout est là. La couleur disparue du visage de Bérénice. Tu n'as pas le droit. Et il y a plus, continua Madame Élise en faisant un pas de plus vers elle. J'ai les photos des relevés de la carte bleue de l'entreprise. 286 000 € en un mois. Boutique de luxe, bijoux, spa. Rien pour la maison, tout pour madame. Bérénice recula. Ses mains tremblaient. C'est un mensonge. Un mensonge? Madame Élise inclina la tête. Madame veut que je montre tout ça à tout le monde maintenant. Ou elle préfère attendre que Monsieur Antoine revienne pour regarder ça avec lui. Le silence dans la cuisine changea. Ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence d'attente, d'espoir, de voir la tyrannie enfin confrontée. Tu ne peux pas faire ça, dit Bérénice, sa voix tremblant maintenant. J'ai l'autorité ici. Je suis la belle-fille du propriétaire. Tu n'es qu'une employée. Madame Élise sourit. Pour la première fois en 8 mois, elle sourit. Je ne suis qu'une employée. Vous avez raison. Mais je suis une employée qui travaille ici depuis 38 ans, qui a vu Monsieur Antoine construire tout ça à partir de rien, qui s'est occupé de Madame Mariana jusqu'à son dernier jour, qui a le numéro de l'avocat de la famille enregistré dans ce téléphone, le même avocat que j'ai recommandé à Monsieur Antoine il y a 25 ans. Bérénice ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Et vous savez ce que j'ai d'autre ici ?» continua Madame Élise. « Cette conversation d'il y a 2 semaines, quand Madame parlait avec un homme dans sa chambre, disant qu'Henri était un idiot, qu'elle allait amasser suffisamment d'argent et abandonner tout le monde, qu'avec ou sans lui, elle allait partir d'ici. » La mâchoire de Bérénice se décrocha. « Ça, je n'ai pas dit ça. Madame veut que je diffuse l'audio ici, devant tout le monde ?» Bérénice fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que son dos heurte la porte de la cuisine. « Tu n'oseras pas, murmura-t-elle. Je te détruis. Je te mets à la rue. Madame a déjà essayé ça, interrompit Madame Élise. Il y a 5 minutes. Et regardez où nous en sommes maintenant. » Les employés observaient la scène en silence, mais leurs expressions avaient changé. La peur avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Maintenant, Madame a le choix, dit Madame Élise, en remettant son téléphone dans sa poche. Elle peut attendre que Monsieur Antoine arrive demain et regarder ça avec lui. Ou elle peut sortir de cette cuisine tout de suite, aller faire ses valises et disparaître de cette maison avant qu'il ne revienne. Bérénice la regardait avec une haine pure. Une haine qui brûlait si fort qu'elle semblait capable d'incendier tout le manoir. « Tu vas payer pour ça, siffla-t-elle. Vous allez toutes payer. » Madame Élise ne bougea pas. « Peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est Madame qui paie. Pour chaque humiliation, pour chaque insulte, pour chaque larme que vous avez fait verser à ces personnes. » Bérénice ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la porte de la cuisine s'ouvrit derrière elle, et une voix connue emplit l'atmosphère. « Que se passe-t-il ici, bon Dieu ?» C'était Henri, le mari de Bérénice, le fils de Monsieur Antoine, l'homme qui était supposé être en Europe. Mais il n'était pas en Europe. Il était planté là, sur le seuil de la cuisine, les yeux rivés sur sa femme, avec une expression que Madame Élise connaissait bien, l'expression de celui qui vient de découvrir une trahison. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus tendus que le manoir des Montaigne ait connu en 47 années d'existence. Henri était rentré d'Europe un jour plus tôt que prévu. Il voulait surprendre Bérénice. Mais la surprise fut pour lui. En arrivant au manoir, il entendit des voix venant de la cuisine, des voix altérées. Et en ouvrant la porte, il trouva sa femme acculée par une employée de 67 ans, qui tenait un téléphone portable comme si c'était une arme. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ?» répéta Henri, regardant Bérénice, puis Madame Élise, et de nouveau Bérénice. « Mon amour, » dit Bérénice, recomposant rapidement le masque de l'épouse parfaite. « Dieu merci, tu arrives. Cette employée folle, elle m'accuse de choses horribles. Elle invente des mensonges. Elle veut détruire notre mariage. »
Henri fronça les sourcils. « Madame Élise, vous travaillez ici depuis que je suis enfant. Que se passe-t-il » Madame Élise regarda Henri. Cet enfant qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait consolé quand il se blessait, qu'elle avait nourri avec des biscuits cachés à sa mère. « Monsieur Henri, dit-elle calmement, je vais vous montrer quelque chose. Ensuite, vous déciderez qui ment. » Non, hurla Bérénice, elle ment. Elle veut nous détruire. N'écoute pas cette vieille peau de vache. Henri leva la main. Ça suffit, Bérénice. Madame Élise a le droit de parler. Bérénice ferma la bouche, mais ses yeux s'étaient transformés en deux fentes, emplis de haine. Madame Élise sortit de nouveau le téléphone, ouvrit la galerie de vidéos et sélectionna l'une d'elles. « Ça a été enregistré il y a 2 semaines, dit-elle, en tournant le téléphone vers Henri. La vidéo commença. L'image montrait la cuisine du manoir. Ginette était au centre, et Bérénice était en train de crier. « Tu crois que tu peux laisser une tasse sale dans ma cuisine? Toi, une cuisinière grosse, qui aurait dû être virée il y a des années. Nettoie ça, à genoux. Je veux voir tes genoux par terre. » La vidéo continuait, montrant Ginette en larmes, montrant Bérénice jetant la tasse au sol, montrant chaque détail de l'humiliation. Henri regardait l'écran, les yeux grands ouverts. « C'est, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Madame Élise passa à la vidéo suivante, et à la suivante, et à la suivante. 8 mois d'humiliation, 8 mois d'abus, 8 mois de cruauté, capturés sur l'écran d'un vieux téléphone. Bérénice était restée silencieuse. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. « Et elle a plus, » dit Madame Élise. Des extraits de la carte de crédit de l'entreprise, que Madame a utilisée pour des achats personnels, des conversations avec un homme qui n'est pas Monsieur Henri, des plans pour abandonner la famille, quand elle aurait amassé assez d'argent. Henri se tourna vers Bérénice. Son visage était rouge, ses yeux brillaient de larmes de rage. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Bérénice, regarde-moi, c'est vrai ?» Bérénice ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau. Et alors, comme si un barrage avait cédé, elle se mit à pleurer. « Mon amour, je peux expliquer. C'est vrai ou non ?» Le cri de Henri fit sursauter tout le monde. Bérénice baissa la tête. Les larmes coulèrent sur son visage. Et finalement, après 8 mois de mensonges, elle dit la vérité. « Oui, c'est vrai. » Le silence qui suivit fut le plus long que Madame Élise ait connu de sa vie. Henri regardait sa femme, comme s'il la voyait pour la première fois, et ce qu'il voyait le dégoûtait clairement. « Sors de ma maison, » dit-il finalement. « Maintenant, mon amour, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. » Henri pointa la porte. « Sors, maintenant, avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. » Bérénice regarda autour d'elle, les employés qui l'observaient en silence, Madame Élise qui n'avait pas bougé d'un muscle, la vie parfaite qui s'écroulait autour d'elle, et alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire, elle sortit, sans dire un autre mot, sans regarder en arrière, seulement le bruit de ses talons frappant le sol de marbre, tandis qu'elle s'éloignait. Madame Élise la vit partir, et pendant un moment, elle eut presque de la peine, mais seulement pendant un moment, parce que 8 mois d'humiliation ne s'effacent pas avec des larmes. Et la justice, même si elle tarde, finit toujours par arriver. Ce qui arriva ensuite fut quelque chose que Madame Élise n'avait jamais espéré. Henri resta planté dans la cuisine pendant un long moment, regardant le sol, traitant tout ce qu'il venait de découvrir. Et alors, il fit quelque chose qu'aucun des employés n'attendait. Il s'agenouilla devant Madame Élise. « Pardonnez-moi, » dit-il, la voix brisée. « Pardonnez-moi tous. Je ne savais pas. J'aurais dû voir. J'aurais dû vous protéger. Et je ne l'ai pas fait. » Madame Élise sentit des larmes se former dans ses yeux. 38 ans à travailler pour cette famille. Et jamais, jamais, un Montaigne ne s'était agenouillé devant elle. « Relevez-vous, monsieur Henri, » dit-elle doucement. « Vous n'avez pas à vous agenouiller. » Mais il ne se releva pas. « Mon père doit savoir ça, » dit-il. « Il doit voir les vidéos. Et il doit vous demander pardon aussi. »
Madame Élise acquiesça. Monsieur Antoine arrive demain. Alors demain, dit Henri, se relevant enfin. Cette famille va faire ce qui est juste. Pour la première fois depuis 8 mois. Ce que Madame Élise ne savait pas, c'est que le lendemain apporterait bien plus que ce que quiconque imaginait. Monsieur Antoine arriva à 10 heures du matin. Il venait d'un vol de Lyon. Il était fatigué. Il avait envie de se reposer. Et il n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'écrouler. Henri l'attendait dans le bureau, avec le téléphone de Madame Élise à la main, avec les vidéos prêtes à être visionnées, avec un poids dans le cœur qui semblait capable de le couler. « Papa, » dit Henri, quand son père entra, « assieds-toi, on doit parler. » Monsieur Antoine fronça les sourcils. « Que se passe-t-il? Tout va bien? » « Non. » Henri baissa la tête. « Rien ne va bien. » Ce qui suivit fut 3 heures de la conversation la plus difficile que cette famille ait jamais eue. Henri montra les vidéos à son père, une par une, chaque humiliation, chaque insulte, chaque moment de cruauté que Bérénice avait infligé aux employés pendant 8 mois. Monsieur Antoine regardait l'écran en silence. Son visage ne montrait aucune expression, mais ses yeux. Ses yeux racontaient une autre histoire. Quand la dernière vidéo se termina, Monsieur Antoine resta immobile pendant un long moment. Et alors, quelque chose qu'Henri n'avait jamais vu de sa vie se produisit. Son père, l'homme qui avait construit un empire de chaînes d'hypermarchés à partir de rien, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, l'homme qui semblait fait d'acier, se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, c'étaient des sanglots, ceux d'un homme de 72 ans, qui venait de découvrir qu'il avait été dupé, qu'il avait permis à des innocents de souffrir sous son toit, qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne. « J'ai signé ce document, » dit-il, les larmes aux yeux. « Je lui ai donné autorité sur la maison. Je pensais qu'elle était... » Henri posa sa main sur l'épaule de son père. « Nous le pensions tous, papa. Elle nous a tous trompés. Mais ce n'est pas une excuse. » Monsieur Antoine se leva, essuyant ses larmes du revers de la main. « Ces gens travaillent pour notre famille depuis des décennies. Ginette depuis 15 ans, Jean depuis 22 ans, et Madame Élise depuis 38 ans. Elle a pris soin de ta mère jusqu'à son dernier jour. Et j'ai laissé cette femme. » Il ne put terminer sa phrase. Henri attendit. Il savait que son père avait besoin de temps. « Où est Madame Élise ?» demanda finalement Monsieur Antoine. « Dans sa chambre. Elle attend. »« Emmène-moi à elle. » Madame Élise était assise sur son petit lit quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle était préparée à tout, à être renvoyée, à être accusée d'espionnage, à être chassée de la maison qui avait été son foyer pendant 38 ans. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de voir Monsieur Antoine de Montaigne, l'homme le plus riche qu'elle connaissait, entrer dans sa humble chambrette avec des larmes qui coulaient toujours sur son visage. « Madame Élise, » dit-il, la voix brisée, « pardonnez-moi. » Elle se leva rapidement. « Monsieur Antoine. » Mais il ne la laissa pas parler. « Pardonnez-moi, » répéta-t-il, prenant ses mains dans les siennes, de n'avoir rien vu, de n'avoir pas protégé, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Vous faites partie de cette famille. Vous avez toujours fait partie de cette famille, depuis le premier jour où vous êtes arrivé ici, et j'ai failli avec vous. Madame Élise sentait les larmes couler sur son propre visage. 38 ans de travail, et jamais, le patron n'était venu dans sa chambre. Jamais il n'avait pris ses mains, jamais il n'avait demandé pardon. « Monsieur n'a pas à me demander pardon, » dit-elle doucement. « Monsieur ne savait pas, mais j'aurais dû savoir. » Monsieur Antoine secoua la tête. « J'aurais dû prêter plus d'attention. J'aurais dû écouter. Vous avez tout vu. Vous avez tout gardé. Et vous avez attendu le bon moment. Cela demande du courage, plus de courage que je n'en ai eu. » Madame Élise ne savait pas quoi dire. Alors elle ne dit rien. Elle laissa simplement les larmes couler. « Maintenant, écoutez-moi bien, » dit Monsieur Antoine, reprenant sa posture d'homme d'affaires. « À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans cette maison.
Ce qui suivit fut une série de décisions qui transformèrent la vie de tous les employés du manoir des Montaigne. Premièrement, M. Antoine révoqua le pouvoir qu'il avait donné à Bérénice. Le document fut déchiré devant les yeux de tous. Deuxièmement, il annonça qu'aucun employé ne serait renvoyé. Tous ceux qui travaillaient là continueraient à occuper leur poste, avec une augmentation de 40%. Troisièmement, et c'est ce qui laissa tout le monde sans voix, il demanda à Madame Élise d'assumer le poste d'administratrice officielle de la maison. « Vous connaissez cette maison mieux que personne, » dit-il. « Vous connaissez les employés, vous connaissez les besoins, vous connaissez les secrets. Je veux que vous soyez la personne responsable de tout, avec un salaire décent et avec le respect que vous auriez toujours dû avoir. » Madame Élise ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit de nouveau. « Monsieur Antoine, je ne sais pas si... » « Je sais. » Le vieil homme la regarda dans les yeux. « Je vous fais confiance. J'ai toujours eu confiance. Et maintenant, je vais prouver cette confiance de la bonne manière. » Madame Élise regarda autour d'elle. Les autres employés qui observaient avec des yeux brillants. Henri qui hochait la tête, la vie qui changeait sous ses yeux. Et elle dit oui. Dans les semaines qui suivirent, beaucoup de choses changèrent au manoir des Montaigne. La petite chambre de Madame Élise, au fond de la maison, fut complètement rénovée. Nouveaux murs, nouveaux planchers, nouveaux meubles. Monsieur Antoine insista pour qu'elle ait un espace digne de sa nouvelle position. Ginette reçut une nouvelle cuisine, avec des équipements modernes, avec de l'espace pour travailler comme elle en avait toujours rêvé. Jean reçut de nouveaux outils pour le jardin et une équipe de 3 aides pour qu'il n'ait pas à faire tout le travail pénible seul. Charles reçut une nouvelle voiture à conduire et une augmentation qui le laissa sans voix. Marie reçut des excuses formelles de M. Antoine pour les fausses accusations de vol et un chèque qui couvrirait les études universitaires de sa fille. Ainsi, tous les employés furent traités avec le respect qu'ils avaient toujours mérité. Et le manoir, qui était autrefois un lieu de peur, se transforma en un lieu de travail digne. Mais pour Madame Élise, le plus grand changement ne fut pas l'appartement neuf, ni le salaire plus élevé, ni le titre d'administratrice. Le plus grand changement fut d'être vue. Après 38 ans passés à être invisible, finalement, quelqu'un l'avait vue. Finalement, quelqu'un avait reconnu sa valeur. Finalement, quelqu'un avait dit « merci ». Et cela valait plus que tout l'argent du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de M. Antoine, 72 ans. Une fête qui avait été planifiée il y a des mois, avec des invités de tout le pays, des entrepreneurs, des politiciens, des amis de décennies. Bérénice était celle qui avait initialement organisé la fête. Mais Bérénice n'était plus là. Elle avait quitté le manoir avec une valise. La même valise avec laquelle elle était arrivée 8 mois auparavant. Sans argent, sans mari, sans l'avenir brillant qu'elle avait planifié. La fête continua, mais avec quelques modifications, au moment du discours. Monsieur Antoine monta sur la petite scène qui avait été installée dans le jardin du manoir. Les invités applaudirent. Ils attendirent les mots de remerciement habituels. Le discours typique d'un entrepreneur à succès. Ce qu'ils reçurent fut quelque chose de complètement différent. « Merci à tous d'être venus », commença Monsieur Antoine. « Mais avant de célébrer mes 72 ans, j'ai besoin de faire quelque chose d'important. J'ai besoin de reconnaître quelqu'un qui aurait dû être reconnu il y a longtemps. » Les invités se regardèrent, confus. « Madame Élise, » dit Monsieur Antoine, regardant vers le coin du jardin où elle se tenait avec les autres employés. « Venez ici. » Madame Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle regarda Ginette, qui hocha la tête. Elle regarda Jean, qui la poussa doucement vers l'avant. Et elle marcha vers la scène. Quand elle arriva aux côtés de Monsieur Antoine, elle sentit tous les regards sur elle, des entrepreneurs en costume cher, des politiciens avec des sourires faux, des gens qui ne la regarderaient jamais 2 fois dans la rue. Et maintenant, tous la regardaient. « Cette femme, » dit Monsieur Antoine, posant sa main sur son épaule, « travaille dans ma maison depuis 38 ans. Elle a vu cette famille grandir. Elle a vu mes enfants naître. Elle a pris soin de ma femme jusqu'à son dernier jour.
et récemment. Elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Une pause. Elle a protégé ma famille d'une menace que j'avais moi-même introduite dans cette maison. Bérénice l'a vu. Elle a vu ce que je n'ai pas vu. Elle a entendu ce que je n'ai pas entendu. Et elle a eu le courage d'agir. Quand moi j'ai failli, Monsieur Antoine se tourna vers Madame Élise. Et alors, il fit quelque chose que personne, absolument personne parmi les invités n'attendait. Il s'agenouilla devant elle. Un murmure parcourut la foule. Un homme d'affaires pesant 800 millions d'euros, à genoux, devant une employée de maison. C'était inédit, du jamais vu. « Ah, Madame Élise, dit-il, en levant les yeux vers elle, pardonne-moi de ne pas avoir vu. Plutôt, pardonne-moi de ne pas avoir protégé. Et merci, merci pour 38 ans de loyauté. Merci d'avoir pris soin de ma famille, quand moi, je n'en étais pas capable. Merci d'être la personne que vous êtes. » Madame Élise sentait les larmes couler sur son visage. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi dire. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle s'agenouilla, à son tour. Et là, ils étaient là, 2 personnes à genoux, l'une en face de l'autre, un millionnaire et une employée de maison, un homme d'affaires et une femme de ménage. 2 êtres humains reconnaissant que, au final, nous sommes tous égaux. Le silence dura à peine quelques secondes, mais ce furent les secondes les plus longues de la vie de Madame Élise. Elle regardait Monsieur Antoine, il la regardait. Et, à cet instant, 38 ans d'histoire défilèrent entre eux. 38 ans de travail, de loyauté, de bons et de mauvais moments, de naissance et de décès, de joie et de tristesse. Madame Élise se souvint du jour où elle était arrivée dans cette maison. Elle avait 29 ans. Elle était jeune. Elle était effrayée. Monsieur Antoine n'était qu'un commerçant, avec un rêve. Et Madame Marianne l'avait accueillie, avec un sourire qu'elle n'oublierait jamais. Elle se souvint du jour où Henri était né. Elle fut la première personne, en dehors des parents, à le prendre dans ses bras. Ses petites mains, agrippant son doigt, ses petits yeux, regardant vers le haut, sans rien comprendre au monde. Elle se souvint du jour où Madame Marianne fut diagnostiquée avec un cancer. Elle se souvint des nuits à l'hôpital, des prières en silence, des larmes cachées. Et elle se souvint du jour où elle partit finalement, avec Madame Élise, tenant sa main, jusqu'au dernier moment. Tout cela se passa en ces quelques secondes. Tout cela flottait dans l'air, entre eux. Et alors, Madame Élise fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit la main de Monsieur Antoine et dit quelque chose qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. « Madame Marianne serait fière de vous, monsieur, » murmura-t-elle. Elle disait toujours que vous aviez un bon cœur, qu'il vous fallait juste quelqu'un pour vous aider à voir. Monsieur Antoine laissa échapper un sanglot. Les larmes coulèrent plus fort sur son visage. Et, à cet instant, devant tous les invités, le millionnaire et l'employé s'embrassèrent comme une famille, comme des amis, comme 2 personnes qui avaient traversé tellement d'épreuves ensemble et qui pouvaient enfin se reposer. Les invités commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis avec force, puis avec des larmes aux yeux, parce que tous là savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, un moment de véritable humanité dans un monde qui oublie souvent ce que cela signifie. Quand ils se relevèrent finalement, Monsieur Antoine prit le micro. « Une dernière fois, à partir d'aujourd'hui, dit-il, Madame Élise est l'administratrice officielle du manoir des Montaigne. Et plus que cela, elle fait partie de ma famille, officiellement, pour toujours. » Les applaudissements continuèrent, et Madame Élise
Pour la première fois, en 38 ans, se permit de sourire. Non pas un sourire timide, non pas un sourire d'employé, un sourire de victoire. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas exister. Un monde où une femme de 67 ans doit enregistrer 847 heures d'humiliation pour prouver sa vérité. Il ne devrait pas exister. Un monde où la cruauté se cache derrière des sourires parfaits. Il ne devrait pas exister. Un monde où les invisibles doivent se battre autant pour être vus. Mais ce monde existe. Et ce que nous pouvons faire, c'est raconter ces histoires pour que les gens sachent que la patience, parfois, l'emporte, que la vérité, parfois, apparaît, que la justice, quoi peut-être parfois, arrive. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, je veux que vous fassiez quelque chose. Pour moi, ce n'est pas vous abonner, ce n'est pas partager, c'est quelque chose de plus simple. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui est invisible, un concierge, une employée de maison, un gardien, un éboueur, regardez dans les yeux cette personne et dites « Merci » parce que vous ne connaissez jamais l'histoire que cette personne porte. Vous ne connaissez jamais les batailles que cette personne mène. Et parfois, seulement parfois, un simple merci peut faire la différence entre une journée de silence et une journée d'espoir. Madame Élise a gardé le silence pendant 38 ans, mais quand elle a ouvert la bouche, tout a changé. Et c'est la leçon que je retiens de cette histoire. Le silence a du pouvoir, mais la vérité en a plus. Et au final, c'est ça qui compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté cette histoire en entier, si vous avez senti que quelque chose changeait en vous, alors vous comprenez pourquoi je fais ça, pourquoi je raconte ces histoires, pourquoi je passe des heures à chercher des récits de personnes que le monde ignore. Ces histoires comptent, les personnes invisibles comptent. Et chaque fois que quelqu'un donne un super thanks, chaque fois que quelqu'un partage, chaque fois que quelqu'un commente, ils disent que ça compte, pour eux aussi. Ce n'est pas une obligation, ça ne le sera jamais. Mais si vous voulez faire partie de ça, le petit cœur doré est là en bas, et ça signifie plus que ce que je peux expliquer avec des mots. Maintenant, avant de partir, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà gardé le silence quand vous auriez dû parler? Avez-vous déjà vu une injustice et n'avez rien fait? Avez-vous déjà laissé la peur vous réduire au silence? Je ne vous juge pas. Nous sommes tous passés par là. Nous nous sommes tous tus quand nous aurions dû crier. Mais la prochaine fois, pensez à Madame Élise, pensez à 38 ans de patience, pensez à un vieux téléphone et 847 heures de vérité. Et peut-être, seulement peut-être, trouverez-vous le courage d'ouvrir la bouche. Parce que le silence peut être une stratégie, mais la vérité l'emporte toujours. Il y a une photo sur la table de chevet de Madame Élise. Une vieille photo, jaunie par le temps. Elle montre une jeune femme de 29 ans, avec des cheveux noirs et un sourire timide. À côté d'elle, une autre femme, blonde, élégante, avec un sourire authentique. Derrière elle, une maison beaucoup plus petite que le manoir actuel. C'était le premier jour de travail de Madame Élise. C'était la première photo que Madame Marianne avait prise. Sous la photo, écrit à la main par Madame Marianne, il y avait une phrase « Bienvenue dans la famille ». Madame Élise regarde cette photo et tous les soirs, avant de dormir, et tous les soirs, elle murmure les mêmes mots. « Merci, Madame Marianne, de m'avoir vu quand personne d'autre ne me voyait, de m'avoir traité comme une famille quand j'étais juste une employée, de m'avoir appris que la dignité n'a pas de prix. Et maintenant, 38 ans plus tard, finalement, toute la famille avait appris cette même leçon. La dignité n'a pas de prix.
Et aucune Bérénice au monde ne peut voler ça à qui que ce soit. Si une partie de cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu quelqu'un en Madame Élise, si vous avez pensé à votre propre mère, à votre grand-mère ou à vous-même, alors cette histoire a atteint son but. Parce que des histoires comme celle-ci ne sont pas juste du divertissement, ce sont des rappels que les invisibles existent, que les invisibles se battent et que les invisibles, parfois, gagnent. Madame Élise a gagné, pas avec la violence, pas avec des cris, pas avec la vengeance. Elle a gagné avec patience, avec des preuves, avec la vérité. Et c'est la leçon la plus puissante de toutes. 38 ans de silence, 1 minute de vérité. Et tout a changé. Pour toujours. Parfois, on me demande pourquoi je raconte ces histoires. Pourquoi je passe des heures à enquêter. Pourquoi les gens que le monde oublie m'importent. Et la réponse est simple. Parce que quelqu'un doit les raconter. Parce que chaque Madame Élise mérite d'être écoutée. Parce que chaque Bérénice mérite d'être démasquée. Et parce que chaque personne qui écoute une histoire comme celle-ci, peut-être, juste peut-être, va traiter le prochain concierge, la prochaine femme de ménage, le prochain vigile, avec un peu plus de respect. Et ça en vaut déjà la peine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine histoire.